Steam a annoncé un PC, enfin non, Steam a annoncé un nouveau produit qui se veut être une console, mais un PC, mais en fait c'est une console. Mais la vraie question, c'est pas si c'est une console ou un PC, mais si ce sera un flop ou pas. Donc là, on va tout voir sur ce nouveau produit dans les moindres détails avec uniquement des sources officielles sourcées à chaque fois, comme ça on est basé sur des choses plutôt propres. Et en même temps, je te donnerai mon avis sur ce produit que je pense va flop très fortement. Évidemment, ce sera à voir après la sortie, mais je vais t'expliquer pourquoi je le sens vraiment pas, ce produit-là, ou du moins que je ne vois absolument pas l'intérêt. Donc déjà, voici la Steam Machine, qui est en fait un petit cube qui, à l'intérieur, a des composants pour faire tourner des jeux. Ça, c'est la dénomination très simple. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Steam Machine et pas la console Steam Console, ou voilà, quelque chose qui pourrait faire penser à ça, tout simplement parce que Steam ne sait pas vraiment si c'est une console ou un PC. Et si je dis ça, c'est très simple, c'est parce qu'ils le vendent comme une console de salon, on le voit là, avec le petit cube en train de jouer et deux manettes, donc utilisation classique d'une console, mais en même temps, on nous vend une utilisation PC, donc c'est-à-dire sur des logiciels, sur une utilisation en fait classique, donc il y a vraiment les deux utilisations, mais l'utilisation principale, et là où ça va être principalement mis en avant, c'est surtout sur la partie PC. Et d'ailleurs, c'est très bien écrit ici, c'est un PC. Et je vais d'ailleurs en profiter de cette phrase pour rebondir sur quelque chose, parce que je pense que là, si vous vous renseignez sur ce produit, vous allez voir tout et n'importe quoi, tout et son contraire sur ce produit, parce que même la presse a un peu de mal, j'ai l'impression. Il y a JDG qui a fait un petit tweet sur Twitter X, on sait pas trop comment ça s'appelle, qui a dit, bah c'est juste un ordinateur, non du coup. Et oui, techniquement, c'est juste un ordinateur. Et ce à quoi Frandroid, un média français que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, a répondu techniquement oui, fondamentalement non. Alors pour le coup, c'est juste oui, c'est un PC, il n'y a pas de discussion possible par rapport à ça. Le produit en lui-même est un PC et on va voir pourquoi tout de suite, et du coup je vais tout te montrer, notamment on va commencer par les caractéristiques techniques de ce PC, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Pour ça, rien de plus compliqué, le site officiel tout simplement de Steam pour avoir des sources officielles et fiables, et comme ça, en même temps que je te montre les caractéristiques, on va discuter de ce que c'est et ce que ça représente vraiment en termes d'intérêt ou pas. Donc en processeur, on est sur un Zen 4 Seeker 12 threads, partiellement sur mesure, qui d'après le média The Verge, qui a eu la possibilité de tester un peu la machine et d'avoir surtout des discussions avec l'équipe Steam, a pu tout simplement indiquer que le processeur s'apparente à un Ryzen 5 8540U d'entrée de gamme, donc processeur de PC portable, avec du coup une enveloppe thermique de 30 watts et jusqu'à 4,8 GHz en termes de fréquence. Honnêtement, pas trop d'intérêt à part plutôt sur la consommation, c'est très intéressant. Côté carte graphique GPU, on a aussi un GPU plutôt sur mesure qui d'après toujours The Verge, même s'il n'y a pas vraiment d'équivalent, s'apparenterait à une 7700, 7600 en carte graphique de chez AMD, donc ça donne un petit aperçu quand même niveau performance, avec du coup une enveloppe thermique à 110 watts et la consommation va forcément influer sur les performances. Côté mémoire, on a 16 Go de RAM en DDR5 et 8 Go de VRAM en du coup GDDR6. Alors ça c'est très intéressant, contrairement, et là on va le comparer du coup à une PS5 ou même une Xbox Series, les consoles purement consoles du coup ont des mémoires qui sont partagées, dédiées. C'est-à-dire que tu as 16 Go dans la PS5 par exemple, mais dans ces 16 Go là, il y a la RAM et la mémoire vidéo, et tout va être alloué en fonction des demandes et des besoins. Ce qui du coup est bien oui et non, parce que 16 ça reste quand même très limite en termes de RAM et de mémoire vidéo pour des jeux par exemple en 4K. Là où du coup c'est bien, c'est qu'on a vraiment deux informations séparées, on a vraiment la RAM et la VRAM. Par contre, on en reparlera dans quelques instants, c'est très juste 16 Go de RAM et surtout 8 Go de VRAM, en tout cas par rapport à ce que je vais revenir dans quelques instants. On a une alimentation qui est interne, donc pas besoin d'un gros bloc, ce qui est un avantage et un inconvénient parce que si elle meurt, force à toi, mais ça on pourra le voir au niveau de la réparation. Normalement ils vont reprolonger le partenariat avec iFixit, donc à voir ce que ça donne en termes de réparation, mais voilà, ça reste un point à prendre en compte quand même. Sur le stockage, on aura deux modèles différents, un 512 et un 2 Tera. Alors le 512 est clairement très juste parce qu'on est sur des jeux PC qui sont quand même plus lourds que les jeux consoles en général, même si évidemment ça dépend à quoi tu joues. Alors il y aura quand même la possibilité d'ajouter un SSD M2 en petit format et en grand format dans la console, et il y a aussi un slot en façade, donc pas besoin de démonter la console pour y avoir accès, un slot carte micro SD, mais honnêtement des jeux sur carte SD, bon niveau vitesse on a connu mieux. Après sur les connectivités, on a du Wi-Fi 6E, du Bluetooth, une antenne spécialement pour le Steam Controller qu'on reparlera un peu plus tard, parce que pour le coup c'est bon pareil, je suis assez mitigé sur le Steam Controller. Pour les écrans on va avoir du
DisplayPort 1.4 et de l'HDMI 2.0, attention, c'est de l'HDMI 2.0 qui fait bien de la 4K 120 comme c'est écrit juste ici, ce n'est pas de la 2.1 parce qu'elle n'a pas toutes les caractéristiques de l'HDMI 2.1 qui permettent de le certifier 2.1. Exemple tout bête, mais pour avoir de l'HDMI 2.1 par exemple, il faut du 4K à 120 avec un débit de données précis, il va falloir des technologies comme le ALLM, le VRR, etc. Donc si tu n'as pas ces normes-là, tu ne peux pas être en 2.1 même si tu as le bon débit. Et autre chose aussi, donc là ça compte pour le DisplayPort et l'HDMI, ce n'est pas parce que le DisplayPort monte en 4K 240 et en 8K 60 que la console pourra faire ces résolutions et ces fréquences-là. En termes de performance, vu les perfs, il faut oublier le 4K 240 et même le 8K 60. Je le précise que j'ai vu beaucoup de gens sur internet dire la console elle pourra monter à 4K 240, oui en DisplayPort, sur l'affichage, pas en jeu en termes de FPS et de résolution. Ensuite on va avoir des connectiques USB plutôt classiques, du réseau via Ethernet, une barre lumineuse qui est pour moi le plus gros point sur cette console, c'est un peu con de dire que c'est la barre lumineuse mais quand même, tout simplement parce que c'est une barre lumineuse qui va permettre d'avoir un état de la console. Je m'explique, tu as une notification, bien la barre lumineuse va s'allumer, ton jeu se télécharge, la barre lumineuse va progresser jusqu'à la fin du téléchargement, donc la barre lumineuse sera complète, ce qui te permet par exemple, tu télécharges un jeu, tu fais autre chose, et bien tu peux quand même surveiller le téléchargement juste avec cette barre lumineuse. Il y a beaucoup d'aspects différents, faudra attendre des tests un peu plus concrets, un peu plus poussés plus tard. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée et un vrai bon ajout et une vraie bonne utilisation de l'éclairage, et on pourrait voir peut-être un système équivalent sur PC avec le RGB qu'on a déjà dans les composants. Personnellement, je suis pas très team RGB, mais j'avoue que pour ce genre d'utilisation, ça peut être très cool. Et ensuite, on a les dimensions, donc un produit plutôt petit et plutôt léger, 2,6 kg. À comparaison avec une PS5, on est autour de 4-5 kg, donc on va dire 2 fois moins pour la Steam Machine. Et le système d'exploitation qui est un avantage et un défaut, c'est SteamOS, donc version 3, mais c'est SteamOS. SteamOS, pour ceux qui savent pas, en gros, en très gros, c'est du Linux. Alors, je n'ai rien contre Linux, mais je le précise tout de suite, SteamOS égale pas tous les jeux compatibles. Donc, en général, les jeux multijoueurs avec des anti-cheats ne fonctionnent pas, par exemple Battlefield 6. Alors apparemment aussi, je ne l'ai pas testé, donc à vérifier, mais de ce que j'ai cru entendre, il y a des utilisateurs qui disaient que GTA ne fonctionnait pas. Bref, il y a quand même des jeux qui ne vont pas fonctionner, même si c'est sur Steam, même si tu as le jeu sur Steam, eh bien ce n'est peut-être pas compatible avec SteamOS. Mais Steam permet d'installer Windows sur leur Steam Machine, j'ai l'air sur leur PC, mais c'est compliqué de le définir. Donc en installant Windows, évidemment, tu vas pouvoir résoudre plein de problèmes avec du coup la possibilité d'installer l'Epic Game Store, d'utiliser les jeux du Game Pass, d'utiliser tous les jeux Steam sans problème, tous les jeux multijoueurs. Bref, tu vas avoir plein d'avantages côté jeu, plein d'inconvénients niveau OS et niveau utilisation parce que Windows n'est pas vraiment pensé pour une utilisation comme une console de salon. Et c'est là que SteamOS du coup est très fort, c'est qu'on a vraiment des intégrations utiles et intéressantes. Par exemple, on a donc dans l'HDMI le CEC qui permet d'allumer ta machine en même temps que tu allumes ta télé. Typiquement, la PS5 a aussi cette fonctionnalité là, donc moi si je vais sur mon HDMI 1 qui est la PS5, ça allume la PS5, ce qui n'est pas possible avec un PC classique, ce qui est possible avec une console par contre, et c'est possible avec la Steam Machine. Donc voilà, ça va être pour les caractéristiques. On voit ici un plan de devant, de derrière, bon c'est en noir et blanc, c'est en 2D, mais ça donne une petite idée quand même si voilà, là on a une meilleure image, on a aussi une image de la manette qui a fait des réserves et des provisions pour l'hiver, ou qui a un double menton, je sais pas trop, bref, on en parlera juste après dans la vidéo, mais du coup voilà le petit design de la Steam Machine qui du coup tourne sur SteamOS, bien évidemment comme le Steam Deck. Mais du coup, c'est quoi mon problème avec cette Steam Machine? J'ai l'impression que tout internet a l'air de kiffer cette console, et j'ai pas vraiment vu de gens se plaindre, ou en tout cas aborder les sujets que je vais aborder maintenant, les points que j'estime comme étant négatifs. Alors déjà, source officielle, Steam indique une expérience de jeu en 4K à 60 images par seconde avec FSR, grâce du coup au processeur et à la carte graphique du coup qui est de chez AMD. Mon premier problème, c'est que du coup c'est une console qui est vendue pour faire de la 4K 60, ce qui est logique, c'est une console, comme on le voit ici, plutôt de salon, donc c'est-à-dire que tu vas utiliser sur ta télé. Je le rappelle, et on le voit très bien ici, une télé c'est un grand écran, qui en général est en 4K. Oui, sur un écran 27 pouces, entre de la 4K et de la 1440p, il n'y a pas une différence très flagrante. Par contre, entre de la 1080p et de la 1440p sur du 27 pouces, la différence est un peu plus grande. Sur un écran 4K de 43 pouces minimum et jusqu'à des 55, 65, 70 pouces, là la 4K est vraiment intéressante et une résolution moindre se voit quand même beaucoup. Et donc c'est là mon gros problème, c'est que si on reprend les caractéristiques techniques de la console qui étaient tout en dessous, on voit qu'on est sur de l'architecture. Bon, pour le processeur Zen 4, on est sur du Zen 5, c'est pas le plus récent. Bon,
pourquoi pas. Par contre, on est sur du RDNA 3 pour la carte graphique de chez AMD, ce qui signifie le FSR 4 non compatible. Donc on va rester sur du FSR 3 qui est, selon moi, vraiment pas foufou et pas très qualitatif. Surtout quand on est obligé de réduire la qualité, donc passer en mode équilibré, performance, ultra performance du FSR 3. On voit une différence de qualité assez flagrante et un rendu qui est vraiment pas très beau. Là, on parle pas d'un DLSS en mode Transformer qui a un mode ultra performance qu'on a déjà testé sur la chaîne qui est vraiment très bon. Là, on parle d'un FSR 3 basé sur un mode d'IA classique ancien du coup maintenant. Donc c'est vraiment pas top. Et du coup, niveau performance, ça donne quoi concrètement? Concrètement, The Verge l'a testé sur Cyberpunk 2077. En réglage graphique moyen, on est à 65 FPS avec également un réglage moyen de ray tracing et c'est en 4K via FSR parce que la résolution de base est en natif 1080p. Ce que ça signifie, et c'est là le gros problème, c'est que du coup le jeu est en 1080p calculé par la machine et upscalé via FSR en 4K. Ce qui signifie que si je dis pas de bêtises, c'est en ultra performance le mode de réglage, ce qui est vraiment horrible. Alors The Verge a dit qu'il voyait pas forcément de défaut de qualité. Il me semble que dans la vidéo de Linus Tech Tips qui est sortie il y a quelques heures où ils testent justement sur le même jeu, parce que c'est toujours le même jeu qu'ils font tester Steam, pourquoi pas, il me semble qu'il dit qu'il a pas vu forcément de différence graphique. Alors bon, on a tous le FSR chez nous à tester, testez-le chez vous. Si vous avez un écran 4K, vous le mettez en ultra performance, vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, même avec le DLSS 4 que je trouvais très bon, je vois la différence et je trouve ça dégueulasse. Un FSR 3 encore moins bon, voilà. Mais du coup, mon autre gros problème, et on va revenir sur les caractéristiques techniques, c'est 16 Go de RAM et 8 Go de VRAM. Alors la RAM est apparemment changeable, c'est de la RAM de PC portable, donc t'achètes de la RAM en SODIMM, tu peux la mettre dedans pour la changer, apparemment, à vérifier, mais apparemment c'est ce qui se dit de notamment The Verge et Linus Tech Tips. Donc ça à la limite, c'est un défaut en natif parce que pour de la 4K, 16 Go de RAM, ça commence à être juste, en tout cas avec les jeux récents, mais surtout le 8 Go de VRAM pour de la 4K. Alors heureusement que ça fonctionne avec FSR, ça permet de réduire un peu l'utilisation de VRAM, mais quand même, là on est sur un produit qui n'est pas du tout future-proof, c'est-à-dire que en fait il ne va pas tenir dans le temps. On a des caractéristiques grosso modo d'une PS5. PS5 qui est sortie il y a 5 ans. Alors des performances visiblement ça serait entre une PS5 et une PS5 Pro en termes de performance, n'est pas du tout comparable parce que c'est pas du tout le même système et la même optimisation et c'est une très bonne transition pour moi. Borderlands 4. Borderlands 4 est un jeu très mal optimisé sur PC, pas sur console. Ce qui veut dire que ça sera très bien optimisé sur PS5, pas sur Steam Machine. Et c'est ça la différence et c'est pour ça que la Steam Machine selon moi est un PC et non une console parce que sur console les jeux, quoi que tu achètes, ils sont toujours optimisés. J'ai une PS5, j'achète le dernier je sais pas quoi, de toutes les licences que tu veux, ça sera forcément optimisé parce que les développeurs passent plus de temps à optimiser pour les jeux consoles en général que les jeux PC. GTA 6, s'il sort sur ma PS5, je sais que je pourrais y jouer, pas forcément en grosse résolution, pas forcément avec des gros réglages graphiques et une grosse fréquence d'image, mais je sais qu'il tournera sur la Steam Machine. Je pense que sans aucun doute, je peux dire que GTA 6 tournera pas ou très difficilement et pas du tout en 4K FSR avec une base de 1080p. Et c'est pour ça aussi que je dis que ce n'est pas un PC parce que là du coup, on est bien sur des caractéristiques, donc un processeur, une carte graphique, voilà, on est plutôt sur une configuration PC et avec des jeux Steam, donc des jeux PC, mais un PC, quand tu l'achètes, tu peux changer le processeur, tu peux changer la carte mère, tu peux changer la carte graphique. Ici, qu'est-ce que tu peux changer? Tu peux changer la RAM, tu peux augmenter le stockage, carte SD ou M.2 et c'est tout. Tu peux pas changer le processeur, tu peux pas changer la carte graphique, tu peux pas augmenter la VRAM non plus du coup. Ce qui signifie qu'en fait là, tu vas mettre une somme d'argent qu'on va voir un peu plus tard parce qu'il y a déjà des informations approximatives de la somme d'argent. Donc tu achètes un produit non évolutif qui est déjà en retard technologique. On parle d'un PC qui a des perfs similaires à une PS5 qui a 5 ans. Donc là, selon moi, il faut que ça soit au prix d'une PS5 à peu près. Sauf que ce n'est pas possible. Et là, on arrive sur la question brûlante, comme The Verge l'appelle, et effectivement, c'est une question très brûlante. Il n'y a que deux options. Soit la Steam Machine est dans une tranche tarifaire, on va dire, de PS5, PS5 Pro dans le fonctionnement, je vais y revenir juste après, soit ça sera dans une tranche de fonctionnement d'un PC. Alors pourquoi je dis un fonctionnement? Parce qu'en fait, les consoles de chez Sony, par exemple, sont vendues à perte. En fait, ils partent du principe que si tu achètes une console moins chère, si tu achètes des jeux et l'abonnement, de toute façon, c'est tout coincé avec Sony, et bien forcément, ils vont se faire de l'argent. Ils vont rattraper la perte qu'ils ont eu avec la console, ça devient rentable. Un PC, notamment sur Steam, tu achètes tes jeux sur Instant Gaming, sur Eneba, tu les payes beaucoup moins cher, il n'y a pas d'abonnement pour jouer en ligne. Donc pour le consommateur, c'est plus intéressant, pour l'entreprise, c'est moins intéressant, et malheureusement, c'est plus basé sur l'entreprise que sur l'acheteur. Et la réponse de Steam à la tarification, c'est la tarification de Steam Machine est comparable à un PC avec des spécifications similaires. Nous avons l'intention qu'il soit positionné plus près du niveau d'entrée, donc d'entrée de gamme PC pour mieux traduire, mais pour être très compétitif avec un PC que vous pourrez construire vous-même à partir des pièces. Très compétitif ne veut pas dire moins cher, veut dire dans les mêmes ordres de prix. Et là, The Verge a
fait des petites recherches et indique tout simplement: je trouve que je pourrais probablement assembler un ordinateur avec cette performance pour 800$. Là on parle en dollars, donc en euros c'est plus cher, même si le dollar est... Bon, c'est juste parce qu'il y a des taxes TVA, je vais pas revenir sur ça en détail, mais l'euro est plus cher au final que le dollar. Sans compter la main d'œuvre, mais en gros il serait beaucoup plus gros que la Steam Machine, ce qui est normal, et que du coup un système compact avec GPU similaire peut coûter 1000$ sans stockage, mémoire, système d'exploitation ou une manette de jeu. Parce que oui, visiblement la manette de jeu ne serait pas fournie. Tu achètes ton Steam Machine et tu jouerais du coup plutôt clavier souris ou manette. Dans tous les cas, ce n'est pas fourni, tu es obligé d'acheter quelque chose si tu n'as rien chez toi. En sachant que toutes les manettes sont compatibles, pas besoin d'acheter la Steam Controller forcément. C'est plus opti, c'est dans l'écosystème, mais c'est pas obligatoire. Donc en gros, on peut s'attendre à du 1000$ minimum pour cette Steam Machine, ce qui la passerait au quasi double de la PS5, également plus cher qu'une PS5 Pro pour les avantages d'un PC, c'est-à-dire avoir plus de jeux via Steam, mais pas tous les jeux non plus, parce que sur SteamOS, il n'y a pas tout qui marche. Du coup, passer sur Windows, donc avoir tous les problèmes de Windows et plus du tout une utilisation console, parce que Windows, on le sait avec les consoles portables notamment, on peut citer la Asus ROG, même la Lenovo Legion, bref, toutes les consoles portables sous Windows, c'est quand même moins pratique, moins performant également que sous SteamOS. Et après, je reviens sur Frandroid, je suis désolé, mais c'est juste parce que quand vous faites ça, c'est un peu... Bon, en fait, ils font des comparatifs de produits qui ne sont pas sortis, donc on ne peut pas vraiment savoir les performances. Ils l'ont déjà fait avec la PS5 Pro, ils l'ont comparé avec la PS5 avant qu'elle sorte, donc tu peux juste pas savoir. Et là, ils refont pareil du coup avec la Steam Machine. Bon, en vrai, c'est plus pour le référencement et tout, je peux comprendre dans le fond, même si je trouve ça totalement inutile. Mais du coup, ça permet d'avoir une petite comparaison des caractéristiques techniques pures. Donc ça, à la limite, vous pouvez regarder parce que c'est toujours intéressant de voir un peu les différences. Par contre, tout ce qui est performance brute, en fait, c'est juste pas comparable parce que c'est pas le même écosystème, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas la même optimisation. En sachant que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je l'ai vu ici, en 4K natif, le Steam Machine est à 24 FPS sur du coup Cyberpunk en moyen avec les mêmes réglages que tout à l'heure. Donc on n'est pas sur du 30 FPS, on n'est pas sur du 60 non plus. Je dis pas que les PS5 font mieux, je dis juste que du coup la promesse de 4K 60 c'est uniquement via FSR et encore c'est très discutable. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs, mais il y a surtout énormément de points négatifs selon moi qui font que je peux pas du tout vous conseiller d'acheter ce produit là. Évidemment il faut attendre les sorties officielles, les prix officiels, etc. Mais je ne peux pas vous conseiller de vous intéresser à cette console en termes d'achat et de précommande. À la limite si vous l'achetez, attendez qu'elle sorte, qu'elle soit disponible, qu'il y ait des tests, etc. D'avoir laissé quelques semaines limite, mais pas de se précipiter sur les précommandes en sachant que Steam Machine ça existe depuis très longtemps. Il me semble qu'en 2015 il en avait sorti une qui a totalement flop. Après, un truc très positif, c'est que Steam, avec son Steam Deck, a une bonne réputation. Il joue peut-être aussi là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la Steam Deck a quand même lancé un peu le marché des consoles portables, tournant sur Windows ou en tout cas sur SteamOS, donc pour des jeux PC. Peut-être que du coup, ça va créer de la concurrence pour des consoles de salon, mais avec des jeux PC. Ça serait intéressant. Encore une fois, console de salon, c'est avec des grosses guillemets. Donc ça peut être intéressant, mais il faut pas oublier le gros avantage d'un PC, et du coup, ça va avec le fonctionnement des jeux, c'est l'évolution, la possibilité de changer des composants relativement facilement, sans repayer une machine, et ça malheureusement on l'a pas avec la Steam Machine. Donc voilà, honnêtement je sais pas trop quoi penser, ça fait depuis hier soir, depuis l'annonce que je réfléchis, que je me fais un tableau avec les points positifs, les points négatifs, les points un peu discutables, etc. Bref, je réfléchis depuis très longtemps. Merci d'ailleurs, il y en a plein, il y en a beaucoup même qui m'ont envoyé soit en MP, soit sur le serveur Discord, le fait que Steam avait annoncé des nouveaux produits. Je les avais vus, j'étais déjà en train de travailler dessus, mais c'est très gentil quand même au cas où je sois passé à côté. C'est vrai qu'ils ont annoncé aussi un casque VR et le Steam Controller qu'on a vu tout à l'heure. Bon, le Steam Controller est vraiment très bien, ça mériterait une vidéo dédiée, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. D'autant plus que pour moi, l'ergonomie a l'air vraiment horrible. Enfin, je veux dire, il y a juste à regarder cette magnifique photo qui montre quand même que la manette a fait des réserves pour l'hiver, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, le fait qu'il y ait des pads tactiles ici. Je sais pas, j'ai peur d'appuyer avec mes paumes de main, que ça fasse un tactile, du coup, que ça me gêne en jeu, que ça soit trop gros. Je sais pas, visuellement, elle me donne pas confiance. C'est pas la même ergo qu'une manette Xbox ou manette PlayStation. C'est vraiment une nouvelle ergonomie qui, visuellement, me donne pas du tout envie. Et sinon, par rapport au casque VR, c'est plutôt un concurrent du coup du MetaQuest, on peut dire ça, vu que c'est un casque sans fil qui peut être aussi autonome, ce qui peut être très intéressant. Pour le coup, il m'intrigue vraiment. Mais pareil, je vais attendre la sortie, je vais sûrement pouvoir le tester dans une occasion particulière que je ne peux pas dire pour l'instant. Donc j'espère que ce sera le cas. Je croise les doigts pour que ce soit le cas, pour que je puisse vous en parler un peu plus en ayant testé le matos. Donc j'espère, et de toute façon je vous tiendrai au courant, bien évidemment, vous le saurez directement en direct en fait. Directement en direct, ouais. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec les points que j'ai pu relever, positifs, négatifs. Même si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire quand même. Ça peut faire des débats, des discussions, des choses que j'ai pas forcément pensé, c'est possible aussi. Tant que c'est dans le respect, évidemment, il n'y a aucun souci. Au contraire, je souhaite qu'il y ait du débat pour voir un peu les gens interagir
intéressés, pas intéressés, les gens qui partagent mon avis ou qui surtout ne partagent pas mon avis. Parce que si vous partagez mon avis, bon, c'est très sympa, n'hésitez pas à le dire, mais ça crée moins de débats, on va dire, que si vous ne partagez pas mon avis, ou en tout cas quelques points que j'ai pu donner. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement demain, après-demain, bref, on verra. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette vidéo qui doit être très longue vu le timer que j'ai à droite. Ciao, ciao. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et tutti quanti, ça fait toujours plaisir.